Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café avec Imen. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a une vision assez unique du monde de la tech. Il a été développeur, analyste programmeur, CTO et depuis plus de 15 ans, il est aussi recruteur spécialisé IT Web. Il observe les carrières, les erreurs, les réussites des deux côtés du miroir. Eric, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas aujourd'hui? Merci Imen. Bah, écoute, je vais très bien. C'est très sympa ce genre d'initiative et je suis ravi d'avance de répondre à tes questions. Petite précision, j'ai jamais été CTO dans une boîte autre que la mienne, donc on va plutôt dire développeur, Ouais, hein. Je préfère rester humble. d'accord, Voilà. ok. Donc, ravi de t'avoir ici et j'ai vraiment hâte qu'on échange parce que j'ai trouvé que ton parcours est très riche et pas si linéaire que ça. Mhm. Donc, si quelqu'un te demande tu fais quoi dans la vie, tu réponds quoi aujourd'hui? Ah, la fameuse question. Mais écoute, je dis que je suis recruteur spécialisé dans les métiers de l'informatique et que à la base je suis développeur, donc je suis spécialisé sur les développeurs. Quand les gens savent ce qu'est un développeur, ce qui est le cas quand même de la plupart des gens. Voilà comment je me présente. Ouais, en fait, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que tu n'es pas juste recruteur, mais tu as C'est vrai. commencé par le développement très tôt. Tout à fait. En général, je le précise, à l'origine, j'étais Ouais, développeur. Je le suis toujours un petit peu puisque je continue à garder les mains dans le cambouis parce que j'aime ouais, ça. Parce que on développe nous en interne notre propre ATS, autrement dit notre logiciel de gestion des candidatures avec toute la petite partie CRM et facturation. Et bah, ça me permet de rester au plus près des réalités du métier. Alors on n'est peut-être pas aussi avancer sur ce qui peut se faire dans des vraies boîtes d'édition de logiciels parce que bon, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, mais en attendant, on reste quand même dans une certaine modernité et proche des réalités, encore une fois. Voilà. ouais. Et pour ce changement, Eric, c'est quoi que tu as manqué dans les cabinets de recrutement plus classiques pour faire ce changement? Pourquoi tu as fait ce changement de développement au recrutement? Ah, comment je suis arrivé au recrutement? Alors, je vais essayer d'aller à Ouais, l'essentiel. En fait, j'ai eu l'opportunité de travailler dans du privé, puis dans du public, et dans le public, je me suis franchement ennuyé. J'avais envie d'un job qui était un peu plus proche de l'humain, et j'ai eu l'opportunité de faire un congé individuel de formation qui m'a amené un petit peu dans le domaine du commerce, et puis je devais trouver un stage, comme tout un chacun dans une formation classique. Et en fait, je suis tombé sur un cabinet de recrutement spécialisé en informatique qui s'ouvrait à l'époque. Alors, je te parle de ça, c'était en 2005. Ouais, tout à fait, putain, ça remonte maintenant, donc plus de 20 ans. Et ouais. du coup, le gars m'a pris tout de suite en stage, parce que ça m'intéressait d'avoir un développeur qui faisait un peu de commerce. Et finalement, ben, je me suis plus dans ce métier-là. Je suis passé par plusieurs cabinets qui avaient des méthodes qui étaient à peu près similaires. Ça me convenait pas puisque j'ai rapidement constaté que on recrutait un petit peu à la va-vite, qu'on n'évaluait pas vraiment les gens. Peut-être que j'anticipe sur une prochaine question, mais c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, dans le dernier cabinet dans lequel j'ai travaillé, où là on m'avait laissé quand même beaucoup de liberté, eh bien je me suis dit on va peut-être s'appuyer sur les compétences techniques que j'ai pour faire du travail d'un peu meilleure qualité sur la sélection. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé quelques boîtes qui étaient tentées par l'expérience. On a mis en place des évaluations techniques que je pouvais faire en amont de la sélection des candidats. Et en fait, il s'est passé un truc assez magique, c'est que l'un des tout premiers clients avec lesquels j'ai monté ces tests m'a dit, Eric, c'est complètement dingue, mais quand un de tes concurrents nous envoie 10 candidats, on ne sait pas si on va en embaucher un, toi tu nous en envoies 3, et on va probablement embaucher les 3. Là, ça a fait tilt dans mon cerveau, évidemment. Et bah, bon an, mal an, je me suis dit que j'allais me mettre à mon compte à un moment donné. Voilà. Et exactement, en 2010, tu as créé Oui. Recrute Info. Recrute info, tout à fait. Donc, à l'époque, lancer un cabinet de recrutement IT local avec une vraie expertise technique, ce n'était pas si courant. Donc, c'était Mhm. quoi ton intuition à ce moment-là? Bon, là, tu as parlé comment tu as eu l'idée, Oui. mais quel problème précis tu voulais résoudre? Bah, le problème, il était assez simple, c'est ce que je t'expliquais au départ, c'est qu'en fait, la plupart des cabinets de recrutement qui se disaient spécialisés en informatique étaient spécialisés parce qu'ils traitaient essentiellement de ces métiers-là, mais il n'y en avait aucun qui était compétent, au sens où ils comprenaient le métier des gens qui le recrutaient. En me positionnant sur ce secteur, je me suis dit, là, moi, je connais
les technologies, je sais poser les bonnes questions aux candidats pour savoir s'ils sont aptes ou pas à prendre tel ou tel poste. Et de là est partie cette idée folle de me mettre à mon compte et de me lancer dans cette aventure. Voilà. Ouais. Et ce que on entend souvent chez les devs, c'est que les recruteurs ne comprennent pas mon métier. Malheureusement, on n'entend pas, on entend ça. Et du C'est coup, vrai. selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un recruteur IT classique et quelqu'un qui comprend profondément les enjeux techniques? Ah bah écoute, c'est assez simple, hein. Déjà, en général, ça met à l'aise. Parce que c'est l'un des premiers trucs que je dis quand j'appelle un candidat, j'explique que je suis développeur, et tout de suite, le ton change, hein. On me parle de Ouais. manière un petit peu Mm, plus, je dirais un peu moins vulgarisée. On parle cache technique, et puis en général, moi j'embraye, je pose des questions techniques très précises, et là on comprend qu'en fait, il n'y a pas de bullshit et qu'on essaie d'aller à l'essentiel. Alors, c'est intéressant parce que auparavant, j'avais même coutume d'apprendre des choses aux développeurs. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins le cas, encore qu'il y a toujours des candidats qui, on va dire, un peu sortent de leur grotte et qui sont un peu en retard sur ce qui se fait. Mais oui, à partir du moment où tu comprends ce que l'autre fait en face de toi et que, en plus, l'autre comprend que toi tu comprends, la oui, conversation est beaucoup plus fluide et c'est ouais, beaucoup plus constructif. Et du coup, même le lien, je pense, en termes de, moi j'ai de la légitimité du coup et les gens se souviennent plus facilement de moi aussi, de facto. ouais. Eric, tu observes là le marché depuis plus de 15 ans maintenant. Ouais, Déjà, tu même as pas. commencé, bon, un peu 20 ans. Donc, qu'est-ce qui a le plus changé chez les développeurs? Leur attente, leur rapport au travail, leur façon de choisir une entreprise. Eh bien, ce qui a changé, c'est que déjà au départ, on était dans une situation que je qualifierais pas d'équilibrée, mais en tout cas où, lorsqu'on cherchait un développeur, il y avait du monde sur le marché. Euh, et forcément, quand il y a du monde sur le marché, ben on fait des choix, on trie. Et les gens qu'on avait sur le marché, d'ailleurs, n'étaient pas forcément hyper compétents. Donc, il fallait plutôt tester le potentiel que la compétence brute. Ce qui se passait, c'est que à l'époque, ben, on prenait un petit peu ce qui venait parce qu'on cherchait un boulot et on se posait pas beaucoup de questions. Au fil du temps, les développeurs ont été de plus en plus en quête de sens. C'est-à-dire que j'en ai de plus en plus qui recherchent à aller dans des sociétés qui sont pas simplement là pour faire du fric, hein, pour parler crûment, hein. Donc excite tout ce qui va être marketing, e-commerce. Voilà, on cherche des boîtes peut-être dans le médical, dans le green IT ou ce que tu veux, des boîtes qui ont du sens pour la société. C'est quelque chose qui a été de plus en plus recherché au fil de l'eau. Naturellement, on va pas se mentir aussi, les développeurs étant de plus en plus demandés et ayant de plus en plus de postes sur le marché et de moins en moins de candidats, sont devenus de plus en plus des divas. Alors pas tous, mais en attendant, forcément, les critères de sélection de ceux-ci sont montés à la hausse, aussi bien sur l'aspect salaire que sur l'aspect du choix de l'environnement technique, parce que bah, voilà, là où il y a peut-être 15-20 ans de ça, un développeur PHP, hein, pour parler de ça, était prêt à prendre tout et n'importe quoi, au fil du temps, on veut absolument aller dans l'environnement où il y a la bonne stack technique, la bonne archi, le bon outillage, qui nous permet déjà de nous éclater et de travailler sainement et aussi un peu de construire aussi sa carrière sur la durée. Voilà, ce sont essentiellement sur ces trois choses-là, j'ai envie de dire, l'argent, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, voilà, le type d'activité qui a du sens, et puis aussi bah, l'intérêt technique pour soi, mais aussi pour l'avenir. Voilà. Ouais. Là, j'aimerais qu'on parle très concrètement recrutement et du coup, pour toi, côté candidat, quelle est Mhm. l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les développeurs, même expérimentés? Alors, l'erreur la plus fréquente, sincèrement, je pense que c'est de manquer d'honnêteté et d'humilité. En fait, on se rend pas compte à quel point il y a des gens qui, parce qu'ils ont une expérience plus ou moins avérée en termes d'années d'expérience, ou bien dans une société qui a une certaine notoriété, pensent que bah, ils n'ont plus rien à prouver. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui, quand on leur explique que peut-être les technologies qu'ils ont utilisées sont un peu vieillottes, ou peut-être il leur manque telle compétence pour tel poste, qui vont un petit peu faire une levée de bouclier en disant mais non, mais moi j'ai fait ça, donc je m'adapterai de partout. La question n'est pas là. Nous sommes des êtres humains, nous sommes là pour nous adapter, c'est même a priori le problème d'un développeur. Mais
La réalité, c'est que quand une boîte recherche des compétences et une expérience spécifique, on peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant oui mais moi j'ai fait ça donc je suis capable de faire ça. Ça ne marche pas à tous les coups et c'est un vrai problème. Le deuxième vrai problème, euh, c'est ceux qui manquent d'honnêteté. C'est-à-dire que on leur pose une question technique. Est-ce que tu, je ne sais pas moi, maîtrises le framework Symfony? Et derrière on va leur demander n'importe quoi sur le framework Symfony et ils vont bégayer. Alors, même un truc de base, hein, j'ai envie de dire. Euh, Quand on ne sait pas, il faut savoir dire qu'on ne sait pas. Voilà, ça c'est un point hyper important. Peut-être si on a un doute, une hésitation, on peut donner une explication en précisant qu'on n'est pas bien sûr de sa réponse, parce qu'on n'a pas l'expertise nécessaire. Mais essayer d'embobiner quelqu'un, c'est la meilleure manière de se planter en entretien. Oui. Surtout si la personne devant toi, elle est à la base développeur. Oui, à plus forte raison. Alors après, moi, il y a des sujets sur lesquels je suis pas expert. Là, tu vois la question du Symfony. Je suis pas expert Symfony. Moi, j'ai plus des compétences sur la Ravel, donc je vais pas forcément poser de questions sur Symfony, mais sur d'autres sujets, les trucs sur de Ouais. la PO classique, les tests unitaires, tout ce que tu veux, c'est des sujets sur lesquels j'ai plutôt une très bonne culture. Mais voilà. Mais à partir du moment où le gars me dit oui, 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 explique-moi ce que c'est, blanc, ah, voilà. Ok, bon, tu as essayé de me faire croire que bah, ça n'a pas marché. Ça commence mal ou ça finit mal. Ah Ça oui, dépend. exactement. Et du coup, à l'inverse, Eric, côté entreprise, c'est quoi l'erreur numéro un dans leur façon de recruter? Eh bien, un peu à la même manière, je dirais que le développeur de tout à l'heure qui se croit intouchable parce qu'il a bossé dans la boîte Tartampion qui est hyper connue et qu'il a 15 ans d'expérience derrière lui. Le vrai biais des entreprises, la vraie problématique, c'est qu'effectivement, elles vont sur un entonnoir. C'est-à-dire, je connais l'expression du mouton à cinq pattes. Hein, on a un environnement technique, donc on veut quelqu'un qui va cocher un maximum de cases. Mais c'est une réalité, c'est sûr que c'est plus simple de se dire qu'on va embaucher quelqu'un qui connaît déjà la plupart des outils. Néanmoins, parfois on se ferme des portes parce que ben, on s'impose des critères un petit peu trop limitants et notamment lorsqu'on est sur un marché. Alors c'est un peu moins le cas actuellement, mais il y a encore 2 3 ans de ça, quand le marché était saturé d'offres et où il y avait très peu de candidats, et que j'ai une boîte qui me dit, moi, je veux le gars qui fait du Symfony, attention, version 6 ou 7, et qui maîtrise tel outil de test unitaire, tel environnement, enfin bon, tel CI/CD, telle bibliothèque. Mais non, en fait, juste prends un gars qui est bon sur PHP Symfony, c'est déjà pas mal, et après le reste, il va s'adapter. À un moment donné de l'histoire, qui sache faire des tests unitaires, bien sûr, parce que c'est un petit peu la base. Mais en fait, il faut pas mettre trop, je dirais, de critères techniques dans la sélection. Et ça, c'est le problème de la plupart des boîtes, c'est-à-dire qu'elles ont leur propre biais. Et de mon point de vue, souvent, elles vont être capables de mettre de côté un candidat qui est véritablement valable, juste parce qu'il lui manque une case qui n'est pas cochée. Voilà, ça Ouais, c'est le défaut, c'est l'erreur que font la plupart des boîtes. ouais. Et si aujourd'hui il y a une développeuse ou un développeur qui nous écoute et cherche un nouveau poste, qu'est-ce qu'il ou elle devrait absolument préparer avant un premier échange avec un recruteur? Alors, la question est un petit peu large dans le sens où ça dépend du poste et de tout ça, évidemment. Bon, déjà, essayer de se renseigner un peu sur toutes les technos, sur la boîte, parce que, alors ça c'est un truc de base, mais on me dit souvent, le gars est arrivé, il savait même pas ce qu'on faisait. Alors, il faut pas oublier qu'on va dans une boîte pour travailler sur la durée, donc se renseigner un minimum sur la société, c'est la moindre des choses, savoir ce qu'ils font. Alors moi, en général, j'explique. Néanmoins, parfois, ça arrive que j'ai beau expliquer pendant genre 10 minutes l'activité de la boîte, le structure, tout ça, et puis quand le mec se retrouve devant, il a tout oublié, et il sait même pas expliquer pourquoi il est là, quoi, en quelque sorte. Donc ça, c'est un vrai problème. S'intéresser aussi un peu à la stack, c'est-à-dire que d'un point de vue pratique, évidemment qu'on on maîtrisera pas absolument tous les outils, mais savoir Ouais, euh, quels sont les outils en place, se renseigner un petit peu sur comment ça fonctionne, faire des passerelles en disant, bah attends, là, vous travaillez, je sais pas moi, sur Symfony, mais j'ai fait du Laravel, donc du coup, Laravel utilise un peu Symfony, je sais qu'on va, voilà, je vais retrouver mes petits assez rapidement. Ouais, des petites choses comme ça, en fait, essayer de faire des passerelles entre ce qu'on connaît et ce que la boîte utilise pour rassurer le chaland, en quelque sorte. C'est le conseil que je donnerais. Voilà. Et après, alors je sais pas si la question viendra plus tard, mais
Il y a un point important qu'il faut souligner, on est en 2026, le sujet de l'IA. Le sujet de l'IA, j'anticipe peut-être, hein, je sais encore une fois, voilà. Mais aujourd'hui, il faut, de mon point de vue, impérativement s'y être au moins un peu intéressé, voilà, commencer à travailler avec, ne pas être Mm. réfractaire, parce que bah, demain, ça va faire partie des grosses évolutions de nos métiers, et Ouais, il faut pas laisser ça de côté. Voilà. ouais. Du coup, pour toi, Eric, est-ce Oui. que ton passé de développeur a changé ta façon d'évaluer un profil? Bah oui, oui, évidemment. Si tu veux, à une époque un peu plus reculée, moi, je voyais les gens physiquement, et c'était un vrai plaisir d'ailleurs de les voir. Je les voyais Ouais. lors d'un café ou lors d'un déjeuner, et on parlait technique. Je faisais passer des évaluations en live, même sur une vieille feuille de papier. Les mecs, ils me faisaient une requête SQL, et ils essayaient de me dérouiller, enfin, de me déverrouiller un problème À de une logique époque, ça. On algorithmique. a fait ça quand même à une époque. Oui, oui, c'est ça. Mais ouais, mais moi, ça m'éclatait de voir les gens en vrai. Aujourd'hui, bah, on est en 2026, tout va plus vite. Enfin, quand je dis en 2026, ça fait quelques années que c'est comme ça, hein. Donc, les gens, on les voit un peu moins physiquement. Je leur fais passer des tests toujours un petit peu à distance, en mode rapide, parce que le problème, c'est que les développeurs, bon, les tests, ils commencent à en avoir un peu à la casquette. Et puis, il n'y a pas que le mien, il y a aussi celui de mon client derrière. Donc, moi, j'essaie de on va dire, filtrer sur des points essentiels pour m'assurer que on est, on va dire, un peu dans les clous. Et oui, et donc du coup forcément, bah, est-ce que mon passé de développeur m'a permis d'avoir une approche un peu différente dans le recrutement? Bah oui, ça va de soi. C'est mon fer de lance. C'est ce qui me permet d'être plus efficace que la moyenne. On arrive à la partie où on va parler de l'IA. Du coup, tu as vu Oui, passer plusieurs vagues. Les frameworks, les langages, les méthodes. Et aujourd'hui, oui, l'IA arrive très fort dans le recrutement aussi. ouais, c'est Donc, vrai. Eh bien, alors, tu veux parler des évolutions d'abord, ou est-ce que tu veux qu'on parle que de l'IA? en fait, comment tu vois évoluer le métier de recruteur IT dans les prochaines années avec l'arrivée de l'IA? Parce que Ok. là, Alors, ça tout le, le, change à la vitesse de la lumière, quoi. le métier de recruteur IT, est-ce qu'il va évoluer? Alors, euh, oui, enfin oui et non, j'ai envie de te dire. Le truc c'est que l'IA, on parle beaucoup des voix de synthèse, des vidéos de synthèse où l'IA va carrément faire passer les entretiens à notre place. Merveilleux, il paraît que ça marche. Bon, moi j'en ai pas encore vraiment vu fonctionner de manière complète et je suis pas convaincu à 200% que ça va remplacer l'humain puisque il y a toujours un petit peu les aspects, comment dirais-je, les non-dits, les spécificités. Alors peut-être que l'IA Ouais. demain nous remplacera complètement, c'est pas impossible. J'en sais rien. Mais de manière un petit peu plus pragmatique pour l'humain que je suis, forcément, dans les outils qu'on utilise aujourd'hui pour faire du sourcing, de la sélection plus rapide, on utilise des logiciels qui embarquent de plus en plus de l'IA. Alors après, attention, toujours pareil aussi, ça peut générer des problématiques qui font que on va peut-être filtrer plus rapidement des profils qui, si il n'y avait pas l'IA, on les aurait vus quand même et on les aurait peut-être placés. Donc il va peut-être y avoir une aggravation de la fracture numérique en quelque sorte entre le mec qui a bien su faire son CV et celui qui a fait un CV à l'arrache, tout dégueulasse, que l'ATS aura mis de côté automatiquement parce qu'il n'y a pas assez de détails dedans. Ça c'est vrai que c'est aussi une problématique, c'est-à-dire que le coup du vieux CV pourri qu'on retrouve sur un job board et on appelle le gars et c'est une pépite, moi ça m'est arrivé pas mal de fois dans ma carrière. Ça veut pas dire que c'est le cas le plus fréquent, mais forcément, vu qu'on recherche par mots-clés, si la personne n'a pas renseigné les bons mots-clés, on va passer à côté. Ouais. Donc tous ces outils qui sont censés nous faciliter la vie peuvent aussi être d'autant plus enfermants sur certains aspects. Après, si on doit parler de l'évolution, enfin en tout cas du métier de développeur avec l'IA, ça me semble évident. Tu dois en parler, j'imagine, dans d'autres talks, mais le développeur va peut-être être plus un code reviewer de ce que fait l'IA au fil du temps, même si Ouais. de temps en temps on devrait mettre les mains dedans quand même hein, pour se faire plaisir, parce que ça reste un plaisir pour ceux qui aiment ça. Mais ouais, le métier de développeur va profondément changer avec l'IA, ça c'est certain. Oui. En fait, là, lorsque tu as dit qu'il y avait le côté humain dans le recrutement, et Ouais. du coup, est-ce que ça peut changer ta décision si tu vois quelque chose dans le candidat, je sais pas, tu vois son potentiel qui peut progresser vite, ça peut changer ta décision finale. Est-ce que tu vas le recruter ou pas? Alors, Euh,
Tu veux dire quoi par rapport à son usage précieux, Non, enfin, c'est pas par rapport à l'IA. En fait, lorsque tu as dit pour l'IA, il y avait des Mhm. outils. Oui, j'ai vu ça. Il y avait des outils Mhm. pour faire des entretiens, mais Mhm. 100% avec l'IA. Ouais, Mais si tu fais un entretien avec une machine, mhm. c'est pas humain. Oui, Alors que pour moi, l'entretien, après tout, c'est un échange humain. tout à Donc, fait. je peux arriver sur un entretien et le recruteur voit au moins un potentiel Ouais, que ouais, que l'IA ne verra pas. C'est ça que tu veux dire? que le recruteur n'a pas en fait n'a pas vu dans les réponses ou n'a pas en fait t'as pas trouvé une très bonne un très bon candidat techniquement, mais tu vois qu'il y avait un potentiel parce que je sais Mhm. pas, il était stressé, il n'a pas répondu Je vois. correctement, mais tu trouves qu'il y avait un potentiel chez ce candidat. Est-ce que tu Ouais. peux changer ta décision et de prendre le risque Mais ça m'est arrivé de plein le de fois. prendre? Moi, en tant qu'être humain, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, bon, le gars, il sait pas ci, il sait pas ça, mais il y a d'autres choses. En fait, c'est un ensemble de choses qu'on analyse, évidemment. C'est pas parce qu'il a répondu, ce que tu disais tout à l'heure, les fameuses cases à cocher, s'il manque une case, mais que je sens que sur tout le reste, il est au-dessus de la mêlée et que, voilà, il a bafouillé sur une ou deux questions, mais qui a vraiment un vrai potentiel. Oui, moi, personnellement, je vais essayer de creuser et de lui donner enfin, un peu une chance de Une rattrapage. deuxième chance, quoi. Oui. Oui, voilà. Mais après, bon, si demain les entretiens se font exclusivement par IA et que l'IA n'a pas la finesse effectivement de voir ça, bah alors ça ce sera un autre problème, quoi. Ce sera pas le mien en tout cas, puisque ce sera pas moi qui serai derrière. Mais Oui, c'est pas le problème de recruteur, mais parfois on peut passer à côté des bons profils, juste qu'il n'était pas très à l'aise en entretien. oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Et alors, ça Mm. m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens qui étaient vraiment introvertis, timides, leur tirer les verres du nez, voir que techniquement c'était des bêtes, et les présenter quand même, et au final les voir être recrutés. Ça m'est arrivé. Mm. Clairement, hein, ça m'arrive pas très souvent, parce qu'après il y a toujours cette petite barrière. Je dis souvent hein, aux candidats que il y a, on va dire en quelque sorte 50% d'humain et 50% de technique lorsque une boîte recrute. Voilà, la première question que va se Mm. poser l'employeur, c'est pas est-ce que le gars peut faire le job, c'est est-ce que j'ai envie de bosser avec ce gars-là. Alors évidemment, Exactement. si le gars, quand je dis le gars, pardon, excuse-moi, hein, ça pourrait être la fille ou ce Ouais, que ouais. tu veux, mais la problématique, c'est pas de dire est-ce que la personne me donne envie de travailler avec elle. Et effectivement, quand tu es sur quelqu'un qui est introverti, c'est pas forcément gagné. Mais après, bon, moi, j'ai une certaine empathie, on va dire, au fil du temps que j'ai développé. Je Mm. sais quels clients sont capables d'accepter quelqu'un qui est un petit peu renfermé et lesquels ne le sont pas. Donc, je vais pas envoyer Ouais. quelqu'un au casse-pipe, quoi. Ouais. Ok, Eric, si tu devais donner trois conseils très concrets à quelqu'un qui veut construire une carrière solide dans la tech aujourd'hui, ce seraient lesquels? Oui, bah alors on va revenir sur des réponses que je disais tout à l'heure. Alors dans la tech, c'est assez vague, mais sur le développement pur, bah, je dirais déjà de capitaliser sur une technologie en particulier. Voilà, ça c'est le premier point, c'est-à-dire que euh, maîtriser du PHP, du Python, du Java, du Ruby, bah en fait, techniquement, enfin, vous allez travailler principalement dans la 95% des cas, les boîtes vont vous faire travailler sur une techno en particulier, donc autant se spécialiser dessus et autant essayer d'aller sur celle sur laquelle vous êtes le plus à l'aise et potentiellement faire en sorte que celle sur laquelle vous êtes le plus à l'aise soit celle sur laquelle il y a le plus de postes. Déjà, premier point. Deuxième point, s'intéresser euh, à tout ce qui va être outillage autour du développement. Il suffit pas de savoir coder, il faut aussi savoir faire des tests unitaires, savoir utiliser Docker, enfin, en gros, l'outillage qui va autour du code. Et troisième point, l'outillage, on entend parler tout à l'heure, qui va nous accompagner maintenant jusqu'à la fin de nos vies, en quelque sorte, l'IA. Euh, Quelque chose sur lequel il faut vraiment se renseigner, se former et ne pas être à la traîne parce que de plus en plus de boîtes vont avoir cette attente-là Ouais. d'embaucher des gens qui savent déjà comment ça travaille dessus. Voilà. Ok, merci beaucoup De Eric. Et rien. là, on arrive à la partie fin de Cafitech. Donc, Mhm. j'ai besoin des réponses rapides, sans trop réfléchir. Allez, allons-y.
Du coup, pour toi, Eric, c'est café ou thé? Café. Toute la journée? Ou Pas toute la journée, non, j'en bois un le matin, j'en bois un a priori juste après le repas de midi et c'est tout. À une époque, ah, j'en buvais une dizaine. Euh, oui, Mon gastro-entérologue m'a dit il faut s'arrêter, monsieur. Et je me suis arrêté. t'as pas le choix, t'as pas le choix, quoi. Ok, un truc qui t'agace vraiment dans le recrutement tech. Qu'est-ce qui m'agace vraiment? Alors sans réfléchir, waouh, j'y arrive pas. Le fait que, voilà, qu'en fait, d'un côté, on a des développeurs qui sont un peu divas et de l'autre côté, des boîtes qui sont divas aussi. C'est le truc le plus casse-pied, c'est-à-dire que souvent, on n'arrive pas à accorder nos violons. Enfin, en tout cas, le candidat n'arrive pas à accorder son violon avec. C'est ça qui est le plus frustrant pour moi. Voilà, c'est que souvent, on a des mecs, ça pourrait matcher, mais juste parce qu'il manque un détail d'un côté ou de l'autre, ça marche pas. Voilà. Ouais. Une qualité que tu respectes énormément chez un développeur. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'honnêteté, l'humilité, en fait, bon, c'est pas la même chose, mais c'est un petit peu dans le même cadre. Euh, on peut pas, de mon point de vue, être un bon développeur au sens à la fois tech et humain si on n'est pas humble et honnête avec ses propres connaissances et avec les autres. Voilà, essayer de faire du bullshit ou voilà ou penser ou dire qu'on est meilleur que les autres et essayer de faire croire aux autres qu'on sait tout, c'est de mon point de vue l'une des pires choses à faire, l'une des pires attitudes qu'on puisse avoir dans nos métiers. Parce que finalement, on ne sait pas tout, quoi. On est Ah, chaque jour en train c'est d'apprendre. Et, exactement. Exactement, et voilà, et ça peut finir sur des situations un peu toxiques. Donc voilà, il faut rester honnête et humble et on restera humain ainsi. ok. Et si tu n'avais jamais quitté le code, tu ferais quoi aujourd'hui? Hmm, J'en sais rien. Euh, je ne sais pas. Si j'avais vraiment jamais quitté le code, peut-être que je serais resté simple développeur. Peut-être que, bon, comme j'ai des facilités en communication et puis j'avais quand même plutôt un bon niveau, je serais peut-être architecte ou lead ou peut-être CTO d'une petite boîte. Ou j'aurais peut-être monté mon SaaS. J'en sais rien. C'est un peu difficile. Tu sais, quand tu as pris une Ouais, branche, un parcours, que ça remonte à ouais. 20 ans, j'ai pas de, voilà. Dieu seul sait, dans une réalité parallèle, ce que j'aurais pu être si j'étais resté à 100% dans la tech. Moi, Ouais. je me pose même pas la question, en fait. Mm. D'accord. Et si tu bosses pas, Eric, tu fais quoi Waouh, si pour je te bosse pas, je fais quoi? ressourcer? Oui, pour te Me ressourcer, ressourcer. ouais. Alors, je m'occupe de mes enfants. Ça me ressource pas vraiment. C'est plutôt un facteur fatigant, même si j'aime mes enfants, hein. Oui, c'est Ah oui, fatigant. oui, mais ça fait partie de la vie. Mais il Ouais. faut, et voilà. Non, après, pour me ressourcer, qu'est-ce que je fais? Je fais du sport. Je fais de l'Ultimate Frisbee. C'est un sport super sympa qui est très cardio et j'adore ça. Je fais du ski l'hiver. Après, pour me détendre les neurones, je regarde des séries, je joue à des jeux vidéo. Enfin voilà, je suis resté un peu un geek dans ma manière d'être depuis tout ce temps. Ouais. Et t'as une anecdote marquante ou inattendue de ton parcours? Tu veux dire quoi, lors d'un entretien ou de manière plus Ouais, globale? une anecdote qui t'a marqué, que t'as pas pu oublier. Alors, franchement, je pourrais écrire un bouquin. Hein, Oui, surtout pour mais un recruteur, oui, ça peut oui, arriver. là, ouais, ouais, là, je peux te garantir, je peux écrire un bouquin et je pourrais écrire plusieurs tomes. Allez, tiens, un truc qui me vient comme ça à l'esprit et qui en plus se fait un peu office de conseil pour les candidats. Euh, J'avais une situation un peu particulière il y a quelques années de ça. J'étais face à un candidat qui était, je l'ai rencontré dans le cadre d'un job dating France Travail, enfin Pôle Emploi à l'époque. Donc le gars était au chômage depuis un an, licenciement économique, fermeture de boîte, tout ça. Et je le vois en face de moi et je me souviens encore des chiffres parce que c'était aberrant. Et je lui demandais combien il avait et combien il voulait. Et à l'époque, il me disait, ben moi j'avais 36 et là aujourd'hui je voudrais 42. Alors voilà, le contexte c'est ça. Le mec avait 36 en poste, il s'est fait licencier, ça fait un an qu'il est au chômage, il demande 42. Et je lui dis mais pourquoi vous me demandez 42? Et là il m'explique que ben, pendant qu'il était encore en poste, il y avait un cabinet de recrutement qui l'avait appelé et qui lui avait proposé un poste à 42 et qu'il avait décliné. Et que du coup il estimait que si on l'avait appelé pour un poste à 42, eh bien c'est que c'est ce qu'il valait. Et là, ça tourne dans ma tête et je lui dis, attendez, est-ce qu'on peut préciser un truc? Il me dit, ben oui, allez-y. Et je lui dis, mais attendez, le poste qu'on vous a proposé et que vous avez décliné, un cabinet de recrutement qui vous a appelé et vous avez décliné enfin, et vous avez décliné juste le poste comme ça parce qu'il vous a appelé, et vous vous êtes dit non, ça m'intéresse pas, je veux rester là où je suis, ou bien est-ce que vous avez fait le processus complet, c'est-à-dire que vous avez vu le client,
fait plusieurs entretiens, avoir une offre concrète où vous avez vu sur un papier, ben, je vous embauche à 42 et vous avez refusé. Et là, le gars, son regard s'est empreint de vide. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, il avait juste reçu un coup de fil d'un cabinet random qui lui avait proposé un poste à 42. Et Donc, je lui ai dit, mais en fait, si moi je vous avais appelé hier et que je vous avais proposé un poste à 100K, qu'est-ce qui vous garantit que vous l'auriez eu ce poste? Et vous m'auriez demandé 100K? Et je lui ai dit, mais non. Voilà, il y a des cabinets, effectivement, qui ont, maintenant c'est moins le cas, mais qui ont cette approche pour essayer de tirer les candidats à eux, de leur proposer le salaire le plus élevé possible qu'ils ont sur un poste. Le gars, intellectuellement, il s'est dit, bon, on m'a appelé pour ça, c'est que je dois le valoir. Et j'en ai pas vu qu'un qui avait cette démarche intellectuelle-là. Et donc, gardez en tête que c'est pas parce qu'on vous appelle pour un poste que vous valez vraiment ce salaire-là, même si, dans l'absolu, vous pouvez prétendre à tout et n'importe quoi, parce que je l'ai vu, j'ai vu des gens qui étaient à peine plus que juniors et qui avaient des salaires démesurés par rapport à ce que j'estime qu'ils valaient sur le marché moyen. Et à contrario, des mecs qui étaient des tueurs, qui avaient des années d'expérience derrière eux, mais qui étaient restés toujours dans la même boîte, qui avaient commencé super bas, et qui, vu que les augmentations annuelles étaient très faibles, eh ben, ils se retrouvaient au bout de 10 ans en étant des tueurs, mais à des salaires super bas. En fait, il faut de tout pour faire un monde, et à un moment donné de l'histoire, il faut juste être capable de savoir à peu près où on devrait se situer, et puis être aussi réaliste lorsque on fait un bon deal, et se dire, bah là, je suis dans une super situation, j'ai 85 alors que normalement j'en vaux plutôt 60, et à contrario, aussi être capable de se dire, bah là, j'ai 40, mais en fait j'en vaux plutôt 60, donc il faudrait peut-être que je trouve autre chose. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la connexion et qui ne savent pas vraiment où se situer. C'est un problème assez récurrent dans nos métiers. merci beaucoup Eric pour cet En échange. prie. Vraiment, c'était riche, sincère et je suis sûre que ça va parler à beaucoup de personnes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouveau Cafitech. Au revoir. Au revoir.